Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, ceux qui disent craindre le retour du monopartisme devraient cesser leur manipulation, car cela fait déjà longtemps que le Burundi est dirigé par un seul et unique parti, le CNDD-FDD. Ce sont du moins les réponses que le numéro 1 burundais a données ce samedi aux journalistes lors d'un point de presse consacré aux récentes élections. Les militaires retraités et handicapés de guerre vont bientôt recevoir les titres de propriété de leur maison. Comme le stipule la loi, la promesse a été faite ce vendredi par le secrétaire permanent du ministère de la Défense et des anciens combattants. C'était lors d'une conférence publique animée en province Cibitoke. Les parents dont les enfants fréquentent les écoles situées en commune Gachoro de la province Muyinga ne décolèrent pas, et pour cause, les frais d'encouragement des enseignants vacataires viennent d'être revus à la hausse et leurs enfants ont été informés qu'ils ne franchiront pas le seuil de l'école sans avoir payé ce montant, ce qui frustre beaucoup les parents, car non seulement cela leur a été annoncé à la dernière minute et à la fin de l'année, mais la précarité dans laquelle ils vivent ne leur permet pas de réunir cet argent dans un si court délai. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme pour vous parler de l'arrestation ce vendredi à l'aéroport Melchior Ndadaye de 3 représentants des associations des victimes d'Obuta et de Kibimba. Il s'agit entre autres de la présidente de l'association des rescapés de Kibimba, Florence Rutamuchero, du président de l'association des rescapés d'Obuta, André Lizoza, ainsi qu'un expert local de la dite association nommée Elvis Shimilimana. Cette arrestation a été suivie de leur incarcération dans différents cachots de Bujumbura. Tous les 3 se rendaient à Nairobi au Kenya où ils allaient participer à une rencontre régionale des associations des rescapés et de différentes tueries. Cette arrestation est jugée scandaleuse par l'association AC Génocide Chilimoso qui demande la libération inconditionnelle de ces 3 responsables car innocents. Suivez Terence Mouchano, il est le président de l'AC Génocide Chilimoso. L'association pour la lutte contre le génocide, AC Génocide Chilimoso, a appris avec consternation l'arrestation arbitraire des représentants des victimes, des associations des victimes, l'usurpation du pouvoir des fonctions. Selon les informations obtenues, cette réunion était organisée par le GIZ-ZF, non pas par Karavi. Donc, question d'usurpation du pouvoir n'a aucune raison d'être. Tandis que la sûreté intérieure de l'État n'a pas été affrontée parce que ce n'était pas les organisateurs, c'est seul GIZ qui organisait pour évaluer l'étape franchie dans leur partenariat. Et c'est une réunion régionale où les associations de victimes du Burundi se rencontrent avec d'autres de la sous-région. Donc, l'association pour la lutte contre le génocide, AC Génocide Chilimoso, demande à la police, au gouvernement du Burundi, la libération inconditionnelle de ces 3 représentants des victimes. En page politique, le président Évariste Ndayishimiye indique que ceux qui pensent que le Burundi est tombé dans le monopartisme après les récentes élections se trompent, vu que le pays est bien gouverné et ce depuis longtemps sur base de la politique du seul parti, le CNDD-FDD. Tels sont les propos tenus lors d'une conférence de presse que le président a animée ce samedi. Suivez. Tu commences à poser la question. Si les Burundais votent majoritairement pour un seul parti, est-ce qu'on entre dans un système du parti unique? Pourquoi aujourd'hui le pouvoir en place est bel et bien exercé par un seul parti? Le CNDD-FDD, non, dirige-t-il mal le pays? Les orientations politiques actuelles du pays sont celles du CNDD-FDD. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas de véritable démocratie? Et c'est toujours ce même parti qui continuera à gouverner.
Les gens semblent ne pas avoir bien compris ce qu'est la démocratie. Ils pensent que la démocratie, c'est élire 20 partis en même temps. J'avais déjà expliqué cela au lancement de la campagne électorale. J'avais proposé qu'on crée une synergie entre Burundais, une synergie qui montre que nous avons une seule voie commune vers le développement, que nous sommes unis. Et aujourd'hui, les Burundais voient justement cette voie unique et cela devrait être une source de satisfaction. Donc, personne ne devrait dire que nous allons vers un système de parti unique. Il y a toujours eu un parti qui dirige, mais ce parti-là doit rester à l'écoute de toutes les opinions. C'est cela l'essentiel. La vraie démocratie, c'est la liberté, la possibilité de s'exprimer librement, sans censure, sans répression, sans intimidation. J'ai cette liberté, je peux exprimer mes opinions. C'est cela la démocratie. Le respect des droits de chaque personne, d'ailleurs, tous les pays qui se sont développés. Si vous observez bien, l'on fait sous un seul parti à un moment donné. Évariste Ndayishimiye a également réagi sur la récente déclaration de la conférence des évêques catholiques du Burundi dénonçant les irrégularités ayant caractérisé les récentes élections. Pour le numéro 1 Burundi, ces évêques auraient plutôt dû documenter ces cas avec clarté. Concernant la déclaration de l'Église catholique, je tiens à leur exprimer ma gratitude. Avant même la publication officielle de ce communiqué, ils me l'avaient déjà envoyé. Ils disaient qu'ils avaient relevé certaines irrégularités qui pourraient être corrigées lors des prochaines élections. Je leur ai alors demandé que les rapports de tous leurs observateurs me soient transmis, bureau de vote par bureau de vote, en indiquant clairement ce qui s'y est passé. Cela nous permettra d'identifier les dysfonctionnements et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir. Dans le cas où des anomalies graves auront été constatées, nous prendrons des mesures appropriées. Je réitère donc ma demande que tous les observateurs nous remettent un rapport détaillé, province par province, commune par commune et bureau de vote par bureau de vote, en précisant les irrégularités observées. Il a été mentionné qu'un bureau de vote aurait ouvert avant l'arrivée des observateurs. Tout ce lieu avait été clairement identifié. Dès que j'en ai été informé, j'instruirai l'équipe de la CENI de se rendre sur place et de convoquer les observateurs ainsi que les mandataires qui s'y trouvaient. La CENI procédera au compte des votants afin de vérifier s'il y a eu plus de bulletins utilisés que d'électeurs enregistrés. Si les chiffres correspondent, personne ne pourra affirmer qu'il y a eu fraude, car le nombre de bulletins doit être identique à celui des bulletins. En principe, lors d'une irrégularité est constatée, les observateurs en informent directement la CENI. Cependant, dans ce cas précis, ils sont restés silencieux. Par exemple, lorsqu'un bureau de vote ouvre avant l'heure prévue, le Conseil des évêques catholiques devrait en informer immédiatement la CENI, qui pourrait alors intervenir rapidement et apporter une solution. Il y a malheureusement des personnes qui souhaitent qu'une erreur soit commise pour pouvoir la dénoncer ensuite. Pourtant, la CENI avait clairement affirmé qu'elle restait attentive et prête à réagir immédiatement à tout signalement. Les propos de certains disent aujourd'hui, si l'on n'y regarde pas de près, ça semble parfois cacher d'autres intentions. Et pour ce qui est de la récente déclaration du ministre de l'Intérieur qui mettait en garde ceux qui continuent de dénoncer les irrégularités qui se sont remarquées au cours des récentes élections, arguant qu'ils peuvent être sanctionnés, le président Ndayishimiye a soutenu le ministre de l'Intérieur car, a-t-il indiqué, c'est dans le cadre d'empêcher que des mensonges continuent à être divulgués, comme il en a d'ailleurs lui aussi fait l'expérience. Suivez. En matière de paix et de sécurité, il y a un langage très dangereux. Par exemple, une personne qui répand des mensonges sur son pays dans le but de provoquer la colère de la population par ses mensonges. Pourquoi cette personne ne présenterait-elle pas des exemples concrets, des lieux précis où elle aurait constaté ces irrégularités ou ces vols qu'elle dénonce? Permettez-moi de vous dire ceci. Je me suis entretenu avec l'une des personnes qui dénoncent des irrégularités lors des élections. Je lui ai demandé de me montrer des preuves de ce qu'elle avance, afin que nous puissions nous rendre sur place et constater les faits. Je lui ai expliqué que ce n'est pas compliqué. Il suffit de convoquer les mandataires, les observateurs, ainsi que la CENI,
pour discuter ensemble ce qui s'est réellement passé et ainsi établir la vérité. Mais cette personne m'a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter de s'exprimer en public. J'ai été très surpris de constater qu'elle ne signe pas ses propos lors qu'elle ne cesse de s'exprimer librement à la radio. Vous comprenez donc qu'une telle personne ne fait que répandre ses propos dangereux pour la stabilité du pays, dans le seul but d'inciter la population à se révolter. Or, selon la loi burundaise, le mensonge est puni. Tenir des propos mensongers à l'encontre du pays revient à inciter la population à la révolte. Voilà pourquoi ils n'ont pas été interdits de parler des illégalités, mais il leur a été simplement demandé d'emporter la preuve car la radio ne peut pas remplacer la justice. Même avant la publication de son communiqué, nous avions suffisamment discuté. Je lui ai dit que je reconnais qu'il pourrait avoir raison sur certains points, mais je lui ai aussi demandé ce qu'il ferait si ce qu'il avance serait faux. Même si Gitega multiplie les intimidations, les dénonciations ne cessent de tomber. C'est le cas de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, qui dénonce le fait que les journalistes ont été écartés de ces élections. Dans une déclaration publiée par cette organisation ce samedi, la directrice exécutive affirme que les irrégularités et la fraude électorale ont été facilitées par cette exclusion et la CBDDH de faire savoir que la CENI devra endosser toutes les conséquences qui en découleront. Suivez Eulaline Ibizi, elle est la directrice exécutive de la CBDDH. La CBDDH vient de publier une déclaration concernant le scrutin du 5 juin 2025 et cette déclaration désapprouve et exprime les vives préoccupations de la CBDDH en ce qui concerne l'humiliation infligée aux journalistes. Pour la CBDDH, nous considérons que, comme d'ailleurs c'est clair, que les élections constituent un cadre démocratique qui est offert aux citoyens afin qu'ils puissent s'exprimer, décider de la gouvernance qu'ils désirent. Malheureusement, ce cadre a été entièrement faussé par le comportement de la CENI et des délégués du gouvernement du parti au pouvoir. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que les journalistes qui constituent l'œil et la voix de la population n'ont pas eu l'occasion de suivre l'entièreté du scrutin depuis l'ouverture des urnes jusqu'à la fin du comptage des résultats. Ce qui est dommage, ils ont été humiliés, ils ont été chassés. L'organisateur de la synergie des médias, le responsable, leur a dit de ne pas publier des messages alarmants, leur a imposé la communication à faire passer en disant ne diffusez pas de messages alarmants. Diffuser des messages de paix seulement. Or, pendant les élections, ce ne sont pas des actes de paix qui se passent. Les journalistes n'ont pas eu le droit de suivre le scrutin et ils ont été forcés à s'éloigner des bureaux de vote et comme si ils étaient gênants. Nous rappelons à la commission électorale indépendante de sa mission, son rôle qui est de soutenir le peuple, de servir la souveraineté du peuple, de s'acquitter de son rôle pour que les élections soient transparentes, crédibles et libres, mais aussi de lui rappeler qu'il endosse entièrement la responsabilité des conséquences néfastes qui pourraient survenir à la suite de ce scrutin. Quelles que soient les conditions, la CENI doit endosser ses responsabilités et reconnaître qu'elle est au service du peuple et non au service du parti au pouvoir parce qu'une CENI est indépendante. Gouvernance à présent, le ministère en charge des anciens combattants rassure les vétérans de guerre vivant avec un handicap qui recevront prochainement les titres de propriété des logements leur construits grâce au financement de la Banque mondiale. Annonce faite ce vendredi par le secrétaire permanent du ministère lors d'une conférence publique réunissant plusieurs membres du gouvernement. Le général-major Marius Ngendabanga l'a déclaré en réponse aux préoccupations récemment exprimées par ces anciens combattants handicapés qui dénonçaient le long retard observé dans la délivrance des documents de propriété. Les détails avec David-Claude Bananaï.
11 ans après la construction de leur habitation, les anciens combattants vivant avec un handicap déplorent toujours l'absence de titre de propriété. En réponse à cette préoccupation, le secrétaire permanent au sein du ministère ayant dans ses attributions les anciens combattants, le général-major Marius Ngendabanga a déclaré lors de cette conférence de presse que la délivrance de ces documents officiels est en cours de finalisation et qu'ils seront remis dans un avenir proche. En ce qui concerne les titres de propriété des maisons récemment construites, leur établissement demande du temps. Toutefois, le processus est bel et bien en cours. Nous vous invitons donc à faire preuve de patience car les documents sont en train d'être préparés. Dans un délai relativement court, ces titres seront remis aux bénéficiaires. Concernant la diminution du nombre de consultations médicales prises en charge entraînant une pénurie de médicaments, le général-major Ngendabanga a expliqué que cette décision fait suite à des constats selon lesquels certains bénéficiaires n'utilisaient pas correctement les médicaments et détournant de leur usage initial. Nous avons constaté que certaines personnes semblent dépendre fortement des médicaments à tel point que certaines peuvent en consommer pour une valeur allant jusqu'à 3 millions de francs par jour. Il a également été observé que certains se rendent directement dans des pharmacies ou des centres de santé pour y vendre leurs médicaments, parfois de manière irrégulière. Pour mieux encadrer cette situation, nous avons mis en place une commission médicale chargée de suivre ces pratiques de près. Grâce à ce suivi rigoureux, nous avons découvert des anomalies importantes, ce qui a permis de faire passer les dépenses annuelles en médicaments de 12 milliards à 5 milliards de francs. Désormais, il est exigé que des emballages ou boîtes de médicaments consommés soient présentés afin de vérifier effectivement que les produits ont été utilisés comme déclaré. Quant aux doléances exprimées sur l'absence présumée d'un cadre légal les régissant, sont responsables à affirmer qu'une loi existe bel et bien, précisant que les avantages accordés aux anciens combattants handicapés sont clairement stipulés dans ce texte législatif. Merci à toi David-Claude Mbananayo. Dans cette même conférence, il a été annoncé que le Burundi prévoit d'engager des discussions avec les États-Unis d'Amérique afin que les mesures prises à l'encontre des Burundais, leur refusant certains types de visas pour entrer dans ce pays, soient levées. Ferdinand Bashirako, secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères du Burundi, a également précisé que les Burundais concernés par cette mesure devront attendre avant d'y aller. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons contacté notre ambassade aux États-Unis afin qu'elle se rapproche du ministère en charge des relations extérieures des États-Unis pour bien comprendre les raisons ayant conduit à l'inscription du Burundi sur cette liste. Ce qui leur a déjà été communiqué, c'est que cela concerne les personnes qui se réfugiaient là-bas sans en avoir le droit. De notre côté aussi, nous sommes en train de nous renseigner davantage afin de comprendre exactement les préoccupations exprimées et de déterminer comment y répondre de manière à en réduire l'impact. Aux Burundais qui se préparent à se rendre aux États-Unis dans les prochains jours, je tiens à leur signaler que tous les Burundais ne sont pas interdits d'entrer aux États-Unis. Ainsi, tout Burundais qui avait l'intention de s'y rendre devrait d'abord vérifier s'il figure parmi les groupes concernés par l'interdiction. Dans ce cas, il devra attendre que cette décision évolue en fonction des discussions à venir entre nos deux pays. Si, par contre, il ne figure pas sur la liste des personnes concernées par la restriction, il pourra alors poursuivre son voyage. Je vous le disais en titre, grogne chez les parents, un des élèves de la commune Gachao en province Muyinga, suite à une décision prise par le directeur communal de l'éducation à Gachao d'augmenter les frais destinés aux rémunérations des enseignants vacataires. La même autorité a déclaré que dès lundi, tout enfant qui n'aura pas payé le montant exigé ne sera pas autorisé à entrer en classe. Une décision que les parents jugent autoritaire et trouvent qu'elle ne vient qu'empirer la pauvreté à laquelle ils font déjà face. Dani Cléry Latkomba nous en dit plus.
Ces informations provenant de la commune de Gashoho indiquent que cette augmentation des frais alloués aux enseignants vacataires a été ordonnée par le directeur de l'éducation communale lors d'une réunion tenue par ce dernier, indique notre source. Dans toutes les écoles de la DCE, Gashoho, primaire et secondaire, toutes confondues, de la première primaire à l'année terminale, il y a eu une augmentation des frais alloués aux vacataires. Pour un enfant de primaire qui auparavant payait 3 000 francs burundais, désormais il payera 7 500 et à partir de lundi, tout enfant qui n'aura pas payé sera expulsé. Notre source poursuit en signalant que ce qui est étonnant, c'est que ces dirigeants collectent de l'argent pour des vacataires inexistants. Il y a un parent qui a demandé où se trouvent des vacataires, comme on ne les voit pas ici à Guistan des deux, et le directeur a répondu qu'ils ont été envoyés à Burembe, une localité éloignée de cette commune frontalière avec la province de Kirundo. Même si on y va pour vérifier, certainement qu'ils n'y sont pas. Ils veulent juste de l'argent pour remplir leurs poches. Ces parents demandent que les frais destinés aux vacataires soient aussi inclus comme ceux des autres employés dans le budget annuel de l'État. J'ai toujours entendu dire que le gouvernement adopte un budget annuel destiné à différents services. Alors pourquoi le budget des enseignants vacataires n'est-il pas inclus? Il faut inclure aussi ces frais des vacataires et cesser de nous accabler. Et d'ailleurs, comment dire que l'éducation des enfants est gratuite avec tous ces différents frais qu'on nous impose? Les parents et enseignants qui se sont confiés à la RPIA demandent que les frais des vacataires ne soient plus collectés auprès des parents déjà confrontés à divers problèmes. Contacté par la RPIA sur son téléphone portable, Oscar Chimilimana, directeur de l'éducation communale de Gashoho, n'a pas voulu s'exprimer sur ces plaintes des parents. Dani Claire Iratkoumba, en page société, c'est un offre de soulagement pour la population du quartier 2 situé en zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura. Et pour cause, le caniveau débordant d'eau usée en provenance des latrines a été récuré ce samedi par les services de l'Obura. Un geste salué par la population de ce quartier qui demande que ce dernier le fasse même dans les autres quartiers. Walter Pizzera nous en dit plus. Une grande satisfaction se lisait ce matin sur le visage des habitants du quartier de zone Nyakabiga. Cela faisait plus de 3 mois que de l'eau avec une mauvaise odeur provenant des latrines stagnait dans leur avenue à cause du débordement des caniveaux. Une situation désormais maîtrisée grâce à l'intervention de l'Office burundais de l'urbanisation Obura qui a procédé à leur réaménagement ce matin. Cet habitant témoigne. Nous saluons l'initiative de l'Obura qui a décidé d'intervenir pour réhabiliter ces caniveaux qui ne parvenaient plus à drainer les eaux usées des latrines. Par la même occasion, nous lançons un appel pour que cet office intervienne également dans d'autres quartiers qui rencontrent les mêmes soucis, comme cela a été le cas ici à la 4e avenue de Nyakabiga. La population tient également à remercier les médias et toutes les personnes qui ont contribué à relayer leurs doléances. Nous exprimons notre profonde gratitude envers les radios qui ont porté nos revendications jusqu'aux autorités, ce qui a permis la résolution rapide de notre problème. Nous citons ici particulièrement la radio publique africaine Ijwi ry'Abanyagihugu. L'Obura a ainsi répondu aux cris d'alarme de la population quelques jours seulement après leur plainte. Une requête qui vient d'être satisfaite ce jour. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Walter Pizzera que prend fin le journal en français de ce samedi 14 juin 2015. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.